Bienvenue à notre programme sur mondialisation.ca, centre de recherche sur la mondialisation basé à Montréal. Mon nom est Michel Chossudowski et j'ai grand plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Pascal Sacré, qui a une vaste expérience dans le domaine hospitalier, dans les soins intensifs, mais également il est analyste en matière de virologie et il est en train également d'analyser les conséquences sur la santé mentale, mais de façon plus élargie, comment toutes ces mesures associées au COVID-19 sont en train de modifier notre système, notre structure sociale. Au point de départ, c'est l'analyse médicale qui donne lieu à une analyse plus profonde des réalités qui nous entourent. Bienvenue Pascal Sacré. Je vois que dans votre dernier texte, vous parlez de la tendance vers une société totalitaire. Tout à fait, oui. Bonjour et très content de pouvoir m'exprimer donc sur votre site par écrit, mais aussi par voie orale finalement. Et donc voilà, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui touche assez bien d'aspects médicaux, qui touchent donc à mon métier et qui m'ont alerté sur beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, sur ce qu'on dit aux gens. Parce que ça touchait à des domaines vraiment qui correspondaient à mon domaine, la médecine. Et donc, dans un premier temps, on me demandait un peu pourquoi, à me poser des questions sur le fait qu'on dise des choses par rapport aux tests, par rapport à des choses à faire, par rapport à cette maladie, d'autant que je pouvais en voir les effets, moi, là où je travaille, et de très vite voir une discordance entre la réalité de ce que je voyais et de ce qui était dit, notamment à la télévision, au travers de rapports gouvernementaux. Ça a été très progressif, mais mes recherches m'ont amené à toujours plus de questions et surtout à voir qu'il y avait vraiment un gros décalage en ce qui était dit, parfois au travers d'experts, enfin entre guillemets d'experts, de personnes présentées comme experts, et de ce que moi, je pouvais trouver comme réponse en tant que chercheur tout court, mais aussi en tant que médecin. Voilà, de façon générale. Ma première réponse, ce serait de dire ça. Après, on peut évidemment prendre plusieurs points. Ça correspond aux articles que j'ai écrits où je m'attaque, entre guillemets, un petit peu à plusieurs de ces mensonges. Mais d'une façon générale, en tout cas, j'ai été frappé d'une discordance entre la réalité médicale et ce qui était dit comme la vérité aux gens, notamment d'obliger tout le monde à porter un masque, par exemple, de dire qu'il n'y avait pas de traitement pour cette maladie alors que c'est faux, et ainsi de suite. Il y a un élément, évidemment, qui est important dans le mensonge médiatique, c'est comment mesurer les impacts de cette pandémie. Et je pense que vous l'avez très bien souligné, que le test RT-PCR, qui existe depuis longtemps et qui est utilisé pour la grippe saisonnière de manière routinière, ne mesure pas ou n'identifie pas nécessairement le COVID-19. Et d'autre part, même si la personne est positive, ça peut éventuellement dire autre chose. Ça peut dire qu'il a des anticorps, etc. Et si je suis bien la littérature là-dessus, j'ai regardé toutes les analyses dans les journaux, dans les revues scientifiques, on n'est pas véritablement en position de mesurer et d'identifier le variable en dehors des tests qu'on a. Donc, je sais qu'aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent le cas présumé. Bon, ça, le cas présumé, c'est tout simplement le coup d'œil du médecin.
euh, peut-être un peu plus. Ensuite, il y a l'analyse du PCR, qui sont des échantillons de salive, etc. Et puis ensuite, éventuellement, d'autres qui portent sur les anticorps. Mais bref, aucun de ces tests-là nous permettent d'être catégoriques. Et ensuite, il y a toute la question, vous l'avez souligné dans vos écrits, sur la mortalité, les causes de la mortalité. Là, on vient de voir aux États-Unis, il était testé COVID-19 positif, mais il est mort d'un accident de motocyclette, là. Alors, le type est décédé, et puis ça y est, le médecin a dit non, il est mort dans un accident de la circulation. Et les journalistes américains insistent non, c'est pas le cas, c'est COVID-19. On en est là, hein? On est rendu à ce niveau-là. Et on parle de comortalité, quelqu'un qui meurt de cancer, le COVID, alors c'est le COVID qui est la cause. Alors là, oui, il y a le mensonge, mais il y a aussi cette campagne de peur, vous l'avez souligné dans vos écrits, et la campagne de peur est basée sur le fait que les chiffres continuent à monter. Et ils continuent à monter parce qu'on continue à falsifier, et en même temps, on ne distingue pas entre les cas, les nouveaux cas, et les cas de gens qui l'ont eu éventuellement, mais qui sont rétablis. Alors, vous arrivez à une vision maintenant qui est avec d'autres médecins, notamment en Allemagne, en France, aux États-Unis. On a vu aussi le témoignage des médecins américains qui se sont réunis devant la Cour suprême des États-Unis pour une conférence de presse à laquelle il n'y a pas un seul journaliste qui s'est présenté. Ensuite, ça a été diffusé sur les réseaux de YouTube et de Facebook. Et quelques heures plus tard, bang, la censure s'installe. Les médecins, alors là, les journalistes disent c'est des gens qui se présentent comme médecins. Ils se présentent en médecin avec habit de médecin, présumé médecin. Et ensuite, ils parlent bien sûr du hydrochloroquine, alors c'est la campagne contre l'hydrochloroquine. Mais ce que je trouve absolument aberrant dans la couverture médiatique aux États-Unis, c'est que ces médecins, ils ont tous un lien avec un hôpital, avec une clinique, etc., ou une université. Et CNN se permet de dire, ils se présentent présumément, c'est des médecins présumés. Et ensuite, parce qu'ils portent le gilet blanc, on dit ils sont déguisés en médecins. Alors, c'est ça, le mensonge médiatique arrive à un niveau absolument incroyable. Tout à fait. Ça a commencé en Belgique. C'est le cas en Belgique, c'est le cas en France, parce que je suis aussi je suis en contact avec d'autres médecins. Et comme vous le dites très bien, en fait, on n'est pas seul. Il y a différents métiers, hein, d'ailleurs, infirmières aussi, des pharmaciens, des dentistes. Enfin, il y a beaucoup de corps de métier qui commencent à se parler, donc par les réseaux sociaux notamment. Et moi-même, je suis en contact avec d'autres médecins, notamment en France. Donc, c'est ça. En plus, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qu'à un moment donné, ça va être difficile, je pense, de la part de ces médias, de faire passer tous ces médecins pour des non-médecins. Enfin, dans mon cas, je pense que ce serait difficile de dire que je ne suis pas médecin. Mais bon, même si je l'ai lu hein, dans certains commentaires parfois, est-ce que c'est vraiment un médecin? Donc le doute va parfois jusque-là, mais c'est le cas. Et à un moment donné, le nombre de médecins, mais pas seulement des médecins, d'autres professions, que ça va quand même être impossible de dire que j'ai vu également la démarche en Allemagne où on parle de 2000 médecins, on parle de milliers quand même de personnes, de dire que toutes ces personnes
sont conspirationnistes ou tous ces termes qu'ils utilisent à chaque fois, ou ne sont pas des médecins. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et pour rebondir à ce que vous disiez par rapport au niveau médical, parce que c'est la base, enfin, c'est une des bases de la narrative qui fait qu'on ment aux gens, c'est qu'effectivement, on fait dire à des tests qu'ils ne savent pas dire. Pour reprendre le diagnostic de cette maladie, c'est effectivement principalement par l'utilisation d'un test, mais dont on sait très bien qu'il est limité. Et dans les médias, il y a vraiment un raccourci qui est fait où, en disant, il y a par exemple 20 cas testés positifs, c'est traduit automatiquement pour les gens en 20 malades, alors que ça, c'est absolument faux. Il y a des gens qui peuvent être des faux positifs. Ensuite, il y a des gens qui peuvent effectivement avoir un test positif, mais être en bonne santé. Et en médecine, on nous apprend bien à confronter, parce que c'est pas que pour ce test-là, mais en médecine, on nous apprend réellement à confronter toujours un examen, quel qu'il soit, un scanner, une radiographie, à l'état clinique, à l'état du malade, et c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, on fait passer, parce qu'on peut critiquer le test, mais même on fait passer un nombre de tests positifs pour des malades. Et ça, c'est une aberration, parce que c'est faux. Médicalement, c'est... Juste une cause, une question là, parce que vous avez mis l'accent sur la partie plutôt santé publique, analyse de la santé publique, mais je crois que maintenant, bon, moi je suis économiste, alors l'impact économique et social m'intéresse, mais je vois maintenant que les médecins sont en train de dire que quand on ferme une économie à l'échelle planétaire, et on se demande qui est derrière ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain. Et c'est quelque chose qui exige tout un appareil décisionnel des gouvernements, des agences de renseignement, le ministère de la Défense, les milieux financiers. Bon, et là, on a quand même une historique là-dessus. On a l'historique. On n'entrera pas dans les détails de ça. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a, et c'est aux États-Unis, c'est peut-être en Europe aussi, il y a des gens qui se prétendent de gauche qui disent il faut garder l'économie fermée afin de sauver des vies. Alors, quand je vois l'impact de la fermeture de l'économie en Inde, où les milliers, voire des millions de personnes sont vouées à la famine, ou quand je vois même aux États-Unis, où maintenant on dit qu'il y a des millions de chômeurs. Au Mexique, c'est 52% de la force de travail est au chômage. Et la conséquence, bon, il y a la conséquence sociale, mais il y a une conséquence qui se transmet à l'état de santé. C'est évident, on mange moins, on n'a pas d'accès à les services de santé. Et entre-temps, le système de santé dans pratiquement tous les pays est paralysé parce qu'on dit, ah, t'es COVID-19, bon, va là, mais ah oui, mais moi j'ai un cancer. Ah, contacte ton médecin et tu prendras un rendez-vous au mois de septembre. C'est ça, c'est une logique aberrante. Mais quand je regarde, je me dis, fermer une économie mondiale, elle n'est pas totalement fermée, mettons qu'elle est fermée partiellement, mais le transport aérien est bloqué. En France et en Italie et partout en Europe, l'industrie touristique a été brimée. Tout le secteur des services est affecté. Et puis ensuite, on nous dit que ça, c'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des vies, c'est pour aider aux gens qui ont la COVID. Et là, je lis la définition de la COVID de l'Organisation mondiale de la santé. Il le compare à la grippe saisonnière. C'est pas nous qu'on le dit, c'est des gens comme Fauci et l'OMS. Il le compare à ce qu'ils appellent le SARS-1, donc qui est une maladie respiratoire avec
effet sur les poumons, etc. Bon, c'est pas le gros désastre de santé publique à l'échelle planétaire, aucunement. Non, Et on nous fait croire ça. Il y a une disproportion entre, tout à fait, et on le sait d'autant mieux maintenant qu'au cœur de la crise peut-être, mais là avec quelques mois de recul, en regardant sur plusieurs pays, on le sait qu'il y a une disproportion entre le prétexte, qui est cette fameuse maladie Covid-19, et les mesures qui sont prises pour sauver des vies. C'est un paradoxe, un paradoxe énorme, et que je souligne moi en tant que médecin, citoyen, mais d'autant plus en tant que médecin, vous avez raison de dire qu'il y a, enfin, cancer, mais énormément d'autres maladies cardiaques, pulmonaires, justement, mais chroniques, qui sont délaissées, qui sont moins bien traitées. Et des médecins s'en plaignent, des médecins le disent, le constatent. Il manque peut-être une vue d'ensemble, ce que moi j'essaye de trouver et puis de transmettre au travers de ce que j'écris. Mais il y a sur certains points des médecins qui se posent des questions, de se dire non, c'est pas possible, de dire on paralyse effectivement tous les secteurs d'un pays, dont la médecine, donc on enlève beaucoup de chance à plein de gens d'avoir un traitement adéquat, etc. Et qu'en même temps on veut sauver des vies. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui que c'est, comme vous le dites très bien, une maladie qui n'a pas une mortalité si énorme comme on a annoncé au départ. Pas du tout. Mais en fin de compte, le grand problème qui est soulevé, c'est que les mesures adoptées par les gouvernements, notamment le confinement, provoquent la maladie. Et deuxièmement, le fait que la personne, d'abord, ça crée le désespoir. Et deuxièmement, toutes les personnes qui sont confinées ont perdu leur emploi. Et dans certains pays, surtout dans les pays en développement, là, on parle véritablement d'un appauvrissement planétaire. Et on se pose la question, est-ce que nos gouvernements, est-ce que la dite classe politique en France et en Belgique, est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont corrompus? Est-ce qu'ils sont stupides? Carrément? Est-ce qu'ils croient en leurs propres mensonges? Mais on ne peut pas véritablement, dans une société qui est dite démocratique, les gouvernements ne peuvent pas se comporter de cette manière-là. C'est du jamais vu. Je veux dire, moi, j'ai vécu les dictatures en Amérique latine, mais la vie continue. Et l'économie n'est pas totalement paralysée. Et là, on paralyse le transport, mettons, on paralyse le transport en Amérique latine. Panama a décidé que c'est bloquer le transport aérien, ce qui bloque le transport quasiment dans tout l'hémisphère ouest. Donc, surtout en Amérique latine, Caraïbes, etc. Et là, moi, la question que je me pose, les responsables de la santé au niveau des gouvernements, mais également les premiers ministres, d'où est-ce qu'ils prennent? C'est quoi cette autorité supérieure là qui dit, écoute, Macron, fais ce que je te dis là. OK. Bon, mais Macron est lié au Rothschild, ça, tout le monde le sait. Le premier ministre d'Italie est lié à Goldman Sachs. Bon. Toute la classe politique est corrompue, mais est-ce que ça soulève des questions assez fondamentales? Hein? Surtout au niveau de la population. Mais par rapport au dernier article, la société totalitaire, est-ce qu'on n'évolue pas vers une société totalitaire? Maintenant, il y a une métaphore, je ne sais pas si vous la connaissez au Canada, mais cette grenouille qu'on met dans une marmite et on chauffe l'eau, mais on la chauffe tellement lentement qu'elle ne se rend compte. Oui, c'est ça, c'est avec les homards aussi, ouais. Voilà, et lorsque c'est trop tard, en fait, on ne s'en est pas bien rendu compte. Cette stratégie du choc, qui n'est pas nouvelle, hein, en fait, je la retrouve vraiment ici, et ça c'est vraiment quelque chose de préalable à ce qui se passe ensuite.
pour que ça soit possible, même si on a un gouvernement corrompu, des dictatures, on en a déjà eu, et là, il faut encore analyser, il faut encore chercher, ce n'est quand même possible que dans la mesure où le peuple, une majorité de la population l'accepte. On a vu à Belgrade, en tout cas je l'ai lu dans un article, ils se sont soulevés à un moment donné, ils ont dit stop. Et ça a permis effectivement, sinon ils étaient reconfinés. Je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'on peut faire ça, imaginer ça en Belgique à un moment donné, mais on a tellement fait peur aux gens. Et je le dis d'autant mieux que moi, j'ai des collègues médecins, pourtant, qui eux ont les connaissances, les compétences pour recevoir ce qu'on leur dit avec un esprit critique, plus qu'une autre personne. Et malgré cela, ils sont eux-mêmes, beaucoup en tout cas d'entre eux, je vois des signes d'une espèce de choc, ils sont choqués aussi de peur pour eux-mêmes, pour leur famille, et dans cette peur-là, on accepte beaucoup plus de choses, et on a besoin d'avoir une autorité, même si elle dit des mensonges. Je pense effectivement, ce dont on a besoin, c'est d'abord, il faut avoir un grand respect pour nos concitoyens. Bien sûr. Et surtout ceux qui ont peur, et pas leur dire écoute, tu es un imbécile. Non, c'est pas ça l'approche. C'est de dire, parce que c'est d'abord, il faut développer une solidarité, mais aussi une contre-propagande qui renverse la légitimité de ce que les journalistes nous disent. Alors peut-être, oui, des mouvances à l'endroit des journalistes ou des médias, parce que les journalistes, ils font ce qu'on leur dit de faire, et s'ils le font pas, ils sont mis à la porte. Mais je crois que le sens commun, par exemple, d'un dialogue qu'on va devoir faire pour avoir de plus en plus de gens se joindre vers un autre consensus qui est le consensus du sens commun, de l'intelligence humaine, à savoir qu'on ne résout pas une pandémie qui n'est pas bien documentée de toute façon en ce qui concerne les impacts, et certainement pas plus grave que d'autres pandémies. On ne le résout pas en créant le chômage massif en France, en Belgique, au Canada et aux États-Unis. Non. Tout à fait. On crée la solution préconisée devient la cause d'une crise sociale et économique qui est sans précédent dans l'histoire. Et ça, je crois que nos concitoyens doivent le comprendre. Et alors là, on va devoir quand même confronter ces gouvernements. Pascal Sacré, je pense effectivement, il est nécessaire d'entrer dans un dialogue solidaire aussi bien avec les collègues médecins, mais d'une façon plus générale avec tous les concitoyens, tous les gens qui sont victimes de cette campagne de la peur. Et là, on doit briser les barrières politiques. C'est une question véritablement, d'abord, il faut nécessairement cibler les gouvernements parce que ce sont des gouvernements corrompus. Ils savent ce qu'ils font. Ils doivent savoir quel est l'impact de l'ingénierie sociale, de la fermeture de l'entreprise. Et d'ailleurs, ces politiciens ne survivront pas la pandémie. Ils seront remplacés par d'autres parce qu'ils deviendront tellement impopulaires, on ne voudra plus les voir. Comment est-ce que vous voyez, en fait, pour conclure, mais on va continuer le débat à la semaine prochaine, comment est-ce que vous voyez l'action à prendre tant par les médecins, mais par la société en général, pour, en fin de compte, déloger ce consensus et bâtir un consensus qui est basé sur la solidarité et sur la compréhension de cette crise. Et comme je disais tout à l'heure, cette crise est une des plus graves dans l'histoire de l'humanité.
parce qu'on ferme l'économie planétaire venant d'une autorité ailleurs dans les milieux financiers, à Wall Street, etc. Oui, il faut redresser le discours, mais sans utiliser la peur, qui évidemment est déjà bien présente. Par exemple, le port du masque, beaucoup de gens le portent évidemment parce qu'on leur dit de le porter, mais il y a également une vraie peur et en portant le masque, beaucoup de personnes atténuent cette peur. Donc venir leur dire qu'il y a des arguments médicaux, scientifiques derrière le fait de dire que c'est pas nécessairement utile de mettre un masque, il faut pouvoir rassurer autrement ces personnes parce qu'évidemment, néanmoins, ils ont peur. On leur a fait peur pour ce virus, que ce soit vrai ou tout ça, c'est du rationnel. Mais sur le plan émotionnel, il y a cette peur. Donc, il faut la prendre en charge. Moi, j'aime assez bien la démarche médicale, en tout cas allemande, qui consiste à reprendre la parole en utilisant les médias possibles, évidemment, parce que on ne laisse pas beaucoup de place à des voies alternatives, mais il faut quand même le faire. Et vous avez raison, il faut le faire de façon transversale, de citoyen à citoyen, même si chacun peut amener sa compétence médicale, bien sûr, et ça c'est indispensable dans cette crise-ci, d'avoir des médecins, mais des infirmiers, des pharmaciens, des dentistes, même des métiers des métiers de la restauration, etc., qui puissent venir donner leurs sentiments, leur avis sur cette crise, et qu'on puisse finalement alors recréer une vérité en parallèle de celle qui est donnée par les gouvernements. Qu'à un moment donné, ces gouvernements, et surtout leurs experts aussi, qui commencent à fatiguer pas mal de gens, c'est vrai, parlent dans le vide, finalement, fassent leur discours pour eux-mêmes, et que de moins en moins de citoyens n'y accordent d'importance ou d'intérêt parce qu'ils ont pu accéder à des explications différentes et plus sensées, plus plausibles, plus rationnelles. Voilà. Mais c'est un travail en même temps on se heurte quand même à beaucoup de résistance, de la censure, de l'intimidation. Ça, c'est présent quand même. Mais ça bouge. Et chaque personne qui bouge donne envie à une autre de bouger. Et c'est ce que je vois quand même autour de moi. Des personnes de plus en plus qui veulent prendre la parole et s'exprimer. Nous allons devoir conclure cette émission. Le débat est ouvert. Il s'agit de mobiliser la population tout entière et il s'agit également de questionner la légitimité des gouvernements, inévitablement. Des gens qui sont là pour mentir et pour appuyer le mensonge médiatique ne sont pas dignes à gouverner. Alors, il faudra nécessairement confronter les gens, la dite classe politique, qu'ils nous donnent des réponses. Et voilà. Et je crois que les médecins, et surtout les médecins qui parlent et qui dialoguent et qui nous donnent une vision de ce qui se passe véritablement avec cette pandémie, sont en train de jouer un rôle historique. Et on remercie Pascal Sacré, basé à Charleroi en Belgique. L'émission est basée à Montréal. C'est le Centre de recherche sur la mondialisation. Notre site web en français, mondialisation.ca. Notre site en anglais, globalresearch.ca. À très bientôt. Merci.